Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en Gémeaux du 13 juin prochain. Alors, au programme de cette vidéo, toujours une vidéo en 3 parties. Première partie, les énergies générales qui s'appliquent à tout le monde. Donc on est sur des choses qui sont les grands aspects et qui sont les principes énergétiques qu'on va tous ressentir de toute façon durant ces 15 prochains jours. Alors, ces 15 prochains jours, ou plus si, par exemple, vous êtes né un 13 juin, auquel cas ça s'apparentera évidemment à vos énergies pour l'année. Évidemment, s'il y a aussi, un amas à cette position-là, ça pourra évidemment vous emmener encore quelques semaines davantage de façon à régler des problèmes qui correspondent à ça de façon ultérieure. Deuxième passage, toujours mes histoires de fuseaux horaires. Pourquoi? Pour qu'on prenne, tous conscience que, en fait, la tranche du camembert, Gaïa traite bien de précisément, puisque ces énergies générales sont déclinées dans des domaines particuliers et c'est ça évidemment qu'on doit traiter, nous tous en dessous de cet ascendant-là. On nous demande de vraiment focaliser cette énergie-là dans ce domaine-là. Et puis troisième partie, les collectifs et les énergies des collectifs. Alors on a vu quelques nations et là, j'aimerais poursuivre sur, une partie que j'avais commencé la dernière fois avec Uranus en Taureau. Beaucoup de choses sortent en ce moment et j'aimerais qu'on puisse comprendre, ce qui se cache derrière, le mot de transhumanisme et d'intelligence artificielle. Faire la part des choses, c'est pas forcément aisé. On sera tous confrontés à ça, donc bien comprendre les tenants et les aboutissants. Je vais vous exposer un petit peu les questions que, je me suis posée et les réponses que j'ai trouvées ou qu'on m'a apportées. Voilà. Donc allons-y. Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, elle a lieu le 13 juin 2018 à 21h43 heure locale de Paris, donc 19h43 temps GMT, à 22°44. 22°44. Donc tout de suite, je me suis dit, moi qui fais aussi de la numéro, je me suis dit, bah, si c'est pas un truc bizarre. Alors oui, pour moi, il y a 2 maîtres-nombres là-dedans et 2 maîtres-nombres qui sont aussi des doubles, 2 fois 22. 22 étant évidemment un symbole, enfin, porteur du génie et de la guidance au niveau des maîtres-nombres, mais c'est les grandes ambitions, c'est le côté visionnaire des choses, c'est le côté aussi thérapeutique. Il y a beaucoup de thérapeutes qui sont 22. Et le 44, c'est la justice divine. Donc, est-ce que cette nouvelle lune, énergétiquement, ne se poserait pas dans une optique de, finalement, de nous transmettre des énergies de guérison, mais également des énergies, je vais y arriver, de justesse et de justice. Voilà, c'est le 22, lui, il est toujours un peu, et voilà, il y a beaucoup de vide aussi dans le 22, c'est-à-dire qu'il est obligé de se vider. Il y a une espèce de dépression quand le 22 n'arrive pas à faire les choses. Mais bon, là, on ne parle pas du 22 humain, on parle du 22 lunaire. Et donc, je pense que là, on nous envoie clairement un signe d'énergie de guérison et de justice qui, je sais pas, on verra comment on le traite. Est-ce que c'était un signe? Est-ce que c'en était pas un? Est-ce que c'est mon esprit malade qui voilà, qui voit des trucs là où il y en a pas? Bon, l'avenir nous le dira. Alors traditionnellement, une nouvelle lune en Gémeaux, c'est quoi? C'est plutôt une nouvelle lune en général, sympa, puisque, elle met l'accent sur,
ce qui est léger, ce qui peut être... qu'est-ce qui manque de légèreté en fait dans notre vie? Qu'est-ce qui pourrait être revu de façon, je dirais, c'est le mental hein, qui va être sollicité là, et on va lui dire, mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour m'aider, pour que ça soit plus léger, pour que je comprenne les choses aussi. Il y a une histoire de compréhension, de raisonnement, d'expression. Qu'est-ce que je pourrais faire finalement pour exprimer les choses, pour les matérialiser? Il y a un rapport assez important à la parole, comme aux relations, à la communication, écrit ou orale. Alors le maître de la lunaison, bien sûr, on l'aura compris, c'est Mercure. Mercure, donc, qui assoit son potentiel de raisonnement. Lui, il est plus sur sa logique, normalement au détriment des émotions. Il veut pas, Gémeaux, il veut pas aller se frotter à ses émotions, il veut pas. Il préfère rigoler, préfère s'en aller, préfère... voilà. Mais là, manque de bol, Mercure est un Cancer. Bon, donc on va voir ce que ça apporte parce que ce Mercure qui est tout début Cancer, lui, il va nous apporter justement des raisonnements intuitifs. Voilà ce qu'il va nous apporter. Et donc, il va aller chercher finalement les informations du mental, il va chercher à les confirmer avec l'intuition. Et on va voir que ce mois-ci, ça peut nous apporter de grandes compréhensions. Je pense que cette nouvelle lune en Gémeaux, elle est là pour nous faire comprendre beaucoup de choses. En tout cas, lever le voile et nous permettre la prise de conscience des choses. Je crois qu'effectivement, non, c'est même plus que de la compréhension, c'est de la prise de conscience. Donc on est là surtout sur des choses comme ça. Alors, les aspects de cette lunaison, en fait, c'est bizarrement pas la lunaison en elle-même, c'est-à-dire la conjonction lune-soleil qui porte l'énergie de la nouvelle lune. Alors, je vous rappelle, la nouvelle lune, c'est toujours un démarrage. Alors là, à 22 degrés, évidemment, elle va être plus ressentie par les gens qui sont autour de ce degré-là, donc le troisième, globalement la fin du deuxième décan, le début du troisième décan des signes mutables, donc mutables, Gémeaux, Sagittaire et Poisson Vierge. C'est vraiment quelque chose qui est... On a besoin de réflexion, on a besoin d'analyse du contexte. Mercure en Cancer, il va nous amener ça. Il va d'abord, dans un premier temps, vouloir comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Pourquoi la situation que je vis aujourd'hui n'est pas normale? Chez beaucoup d'entre nous, ça va se passer comme ça. Il va y avoir un truc qui va surgir et on va se dire, ce truc n'est pas normal. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour... Qu'est-ce qui fait que ce truc n'est pas normal? Voilà. Et donc, là, on va avoir ce raisonnement intuitif qui va tout de suite, qui va amener une espèce d'évidence, mais cette évidence, elle est comme toutes les évidences qui viennent d'en haut, elle est furtive. C'est-à-dire qu'elle vous arrive et elle repart. Et donc, on va voir qu'on va pouvoir attraper ce truc via les émotions. Donc, on va laisser Mercure verbaliser nos émotions, parce que c'est ça aussi Mercure en Cancer, on a une possibilité de verbaliser le ressenti, parce que finalement on s'aperçoit que la verbalisation du ressenti va lui amener une matérialité. D'accord? Et donc on va pouvoir, en verbalisant le ressenti, arriver à mieux prendre conscience de certains trucs. Alors c'est ce qui se passe avec la psychanalyse, hein, ou autres, les méthodes de psycho, où quand vous verbalisez les choses, finalement, ça finit par sortir tout seul, et d'un seul coup, vous prenez des choses que vous n'avez pas comprises jusqu'à présent. Il y a aussi dans ce Mercure en Cancer, la Lune, elle est dans la lunaison, puisqu'on est en nouvelle Lune, et donc là, on se dit qu'il y a une façon de décrypter Mercure en Cancer dans le signe de la Lune, nous dit, est-ce que je ne peux pas décrypter les signes finalement que je reçois? Et donc, il y a une espèce d'euphorie, puisque le Gémeaux va apporter cette euphorie, à vouloir décrypter les signes, à les comprendre et les interpréter. Alors au départ, il va y avoir de la résistance, parce que notre Mercure, qui est en Cancer,
Malheureusement, en face, il y a quand même Saturne. Bon. Et Saturne, ça bloque, ça coince, ça grince. Et surtout, ça dit au mental intuitif, ça lui dit tu t'emballes. Tu t'emballes. Non, 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 je te rappelle, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. On avait dit qu'on ne jouait pas à ça. Bon, c'est un peu ça. Et donc, en fait, on peut avoir soit de la résistance, soit des blocages, soit des bugs, des trucs qui vous empêchent d'aller chercher cette intuition. Et vous allez dire, mais c'est bizarre, j'arrive jamais à l'attraper, ce bidule. Oui, parce que vous avez une Saturne en face qui essaie de vous faire comprendre que les émotions que vous avez, il y a un petit truc derrière qui ne veut pas les laisser sortir. Voilà, parce que soit ça ferait trop mal, soit c'est attaché à un schéma, soit c'est je ne sais pas trop quoi, mais l'émotion est d'abord considérée au démarrage comme une source de frustration. D'accord? D'autant, pour combiner tout ça, que cette opposition Mercure-Saturne est également carrée à Chiron, en bélier. Donc bélier, c'est l'ego. Donc d'un seul coup, il y a l'ego qui dit hop, 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 tu es en train de vouloir faire un truc, je ne suis pas d'accord. Non, tu ne le feras pas. Je ne te soignerai pas, c'est bon, tu laisses le bidule, tu as compris, tu n'as rien compris du tout. C'était une erreur, c'est une coïncidence, passe ton chemin. Voilà, donc on risque d'avoir ce genre de truc qui va rendre les choses un petit peu plus compliquées. D'accord? Malgré tout, la capacité d'écoute, de compassion et de, je dirais, qu'est-ce que je fais? De prise en compte des ressentis va être tout à fait important là. On va avoir de quoi analyser nos ressentis et les émotions, les énergies qui vont venir. On va pouvoir leur donner un nom, on va pouvoir leur donner une localisation dans notre corps, on va pouvoir les décrypter. Et ça, évidemment, l'ego, ce qui reste d'ego, n'est pas forcément très très chaud à tout ça. D'accord? Donc, ce qui va nous permettre de décrypter, malgré les blocages de Saturne, c'est cette nouvelle lune en Gémeaux, qui apporte la distance et le recul nécessaire pour pouvoir dire, ouais, malgré tout, il a raison, ça marche quand même. Voilà. Les aspects donc à considérer dans cette histoire, en plus, sont que Mercure en Cancer reste malgré tout sextile à Uranus en Taureau. Le Taureau et le Cancer donc circulent bien ensemble. Donc là, c'est un aspect positif. Donc finalement, la pleine conscience, la prise de conscience peut éclairer le mental. Donc on est bien d'accord que nos prises de conscience ne peuvent pas se faire par l'ego, mais ont beaucoup de chances d'utiliser notre mental malgré tout pour décrypter les signes et les intuitions qui pourraient, clac, descendre de façon intuitive. C'est assez complexe hein, comme cheminement, mais je pense que ça peut marcher de mieux en mieux en fait. On a une intuition et finalement, on a le mental qui va être suffisamment froid et distant pour arriver à pouvoir saisir ce moment-là, le remettre dans le contexte et traduire ce que ça veut dire pour nous. C'est ça que ça veut dire. Et ça permettra, toujours le sextile, la prise de conscience. Donc une fois que la conscience est levée, que le voile est levé, bien sûr, on ne parle plus de rien, on n'est plus obligé on n'est plus sollicité par l'ego, en fait. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un aspect super positif. Bon, Uranus en Taureau. Et c'est là qu'on part sur la génération de l'aspect presque principal de la lunaison. Uranus en début Taureau et se retrouve à être carré au nœud de la destinée, le nord, le sud. Sauf que ces nœuds, actuellement, ils sont conjoints
D'un côté, le nœud sud, vous savez, hein, par Mars, je vous renverrai au très bel article, et vidéo de Françoise, l'actualité de Lune Soleil, qui fait des magnifiques vidéos qui expliquent très bien, des articles très fournis sur ce genre de conjonction qu'on ne trouvera pas dans les livres. Hein. Ça, c'est très très clair. C'est pas académique et pour autant c'est bien plus pertinent. Donc, parenthèse refermée, cette opposition Mars-Vénus, à chaque fois, elle se combine au nœud. Carré Uranus. Donc on va voir qu'il y a effectivement, donc évidemment Lion Verseau. Donc on a plein de significations là-dedans. On a quoi? Ben, on a ce Mars en Verseau qui donne ce Mars nœud sud en Verseau. Donc c'est les actions collectives antérieures globalement qui remontent. Attention, qu'elles soient positives ou négatives. Je ne suis pas en train de dire que le nœud sud tout est pourri. Hein. Il y a des belles choses qu'on a fait dans d'autres vies. Ou qu'on a fait avant, après, machin. On est capable de transiter par le nœud sud des trucs super positifs. D'accord? Évidemment, comme le positif existe de façon simultanée à son taux de négatif, on est à utiliser ce qui correspond à nos fréquences du moment. Mais ça ne veut pas dire qu'on a été chercher que du négatif. Bon, bref. Donc, on ressort ce Mars conjoint nœud sud en Verseau. Il est carré Uranus en Taureau. Donc, ça veut dire qu'il est carré au maître du machin. Donc, ça veut dire que vraiment, là, on va avoir des sorties collectives, agressives, mal embouchées, de gens qui vont se sentir... D'ailleurs, on le voit, je sais pas... rien qu'à prendre la route en ce moment, les gens sont maboules, quoi. C'est d'une agressivité, on sort et ils sont tous en train de s'engueuler, quoi. C'est un truc... voilà, c'est cette énergie-là qui est disponible en ce moment. C'est cette énergie aussi. Qu'est-ce qu'on entend par le masculin collectif? À votre avis, le machisme, tout ce qui a été... dans les tartes à la crème, finalement, du masculin de nos sociétés. C'est l'homme qui doit travailler pour nourrir sa famille, coucou, il y en a un qui se reconnaîtra, etc. etc. Voilà, c'est le macho comment dire, voilà, tout l'aspect où le masculin a été favorisé et où il a été en excès favorisé, au détriment du féminin. Et on a eu ce retour de balancier, hop, il n'y a pas si longtemps. Donc le féminin, Vénus, est conjoint au nœud nord. Mais là, on nous dit, bon, le féminin, là, c'est bien joli, il y a eu des trucs, on est en train de vous repositionner, mais on est d'accord, le balancier commence à aller un peu loin. L'aspect positif féminin, c'est pas que de tirer sur le masculin. C'est pas que de dire ils sont méchants. Parce que il y a un aspect féminin noir, comme j'en ai déjà parlé, qui incite les hommes à avoir leur place du masculin négatif. C'est-à-dire, au lieu de laisser le masculin positif, il entoure de sa protection le féminin et il l'incite à se déployer et à rayonner. C'est une espèce de gangue de noix, quoi. Où hop, d'un seul coup, il y a un truc qui jaillit. Et le masculin positif, il aide ce féminin à pouvoir rayonner et s'ouvrir. Donc il est dans la protection, la sécurité. Mais le féminin, donc, est dans l'accueil, dans la douceur et dans la complémentarité à son masculin. Et elle n'est pas dans le truc de dire, bon, si tu fais pas ça, je fais rien. Et si tu fais pas ça, je fais rien. Et voilà. Et aujourd'hui, on a encore trop de féminins qui tirent à boulet rouge sur le masculin sans même avoir compris ce que c'est que le féminin. Parce que c'est pas du féminin. Le fait d'avoir des nanas qui vont aller toutes voiles dehors, taper à boulet rouge sur... Non, ça, c'est une femme qui a
du yang. Alors oui, elle ressemble à une femme, mais ça ne veut pas dire que c'est elle qui a du yin. Ça veut dire que c'est elle qui a du yang, plutôt. Hein. Et donc aujourd'hui, on nous demande clairement d'équilibrer ces côtés féminins et masculins en les intégrant dans notre lion, donc dans le nœud nord, dans notre unité finale, donc à l'intérieur de nous. On nous demande de justement d'arrêter de donner prise à cette agressivité résiduelle, on va dire, parce que ce soit chez les ultra-féministes, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu besoin, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a eu tellement d'écart dans un truc que le balancier forcément revient autant dans l'autre. Cependant, aujourd'hui, on nous demande d'équilibrer les deux, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Les hommes aussi ont un côté féminin. Il y a des hommes qui ont un côté d'ailleurs féminin très développé, qui peuvent être avec des femmes yang, qui ont un côté yang très développé, qui doit aussi accepter ce yin, accepter l'attente, accepter la patience, accepter de recevoir, accepter vraiment d'accueillir. Et tout ça, on doit l'équilibrer d'abord en nous, dans cette nouvelle unité, mais ça nous montre aussi qu'on nous demande de l'équilibrer au niveau du collectif, du nouveau collectif. D'accord? C'est-à-dire que dans le nouveau collectif ne passent pas des relations ou des positions qui sont sur des schémas antiques, entre guillemets. Parce qu'antique, c'est maintenant aussi, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le côté Mars, Vénus. Voilà. Alors ça peut aussi donner sur le niveau individuel des relations qui se terminent ou des relations qui commencent. Alors les relations qui se terminent, elles peuvent se terminer sur un mode très agressif. Donc on fait attention, on prend conscience que ces énergies sont des énergies qu'on nous demande d'équilibrer à l'intérieur de nous-mêmes, mais que ce sont des énergies qui ne demandent pas à ce qu'on tape sur notre prochain, ni qu'on se laisse embarquer dans des choses qui sont trop graves pour nous. On est d'accord? Donc on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus doux, notamment. Si on arrive à pouvoir connecter ce nœud nord, on va devenir connecté à une énergie très douce, très vénusienne, donc très joyeuse aussi, mais très matérielle, mais qui va être matérielle douce, un contexte sympa. Contexte sympa. Ça donne envie, hein? Contexte sympa. Notamment parce que, bon, elle est encore, si je ne m'abuse, elle est encore, ouais, elle est 29 degrés Cancer. Donc en fait, elle est encore dans quelque chose aussi de familial. Donc on peut avoir un type de relation aussi qui se finit ou qui se commence. On peut avoir des renouvellements de relations familiales. Des choses qui se remettent au niveau 5D. C'est-à-dire qu'on croyait avoir, enfin, on a tout fait pour changer de famille. Et puis on se rend compte que finalement, il y a une évolution d'un certain nombre de gens et que ça nous convient. Ça nous convient super bien d'ailleurs. Parce qu'ils nous connaissent, ils nous acceptent comme on est. Donc voilà, d'un seul coup, il y a une espèce de recomposition familiale sur un autre mode, sur un autre genre, sur d'un autre point, qui fait que finalement, ça nous amène de la douceur aussi à ce niveau-là, de la douceur avec les enfants, de la douceur avec nous-mêmes, de la douceur avec justement le côté féminin de ce qu'on veut équilibrer. D'accord? En pouvant l'analyser, puisque le Cancer reste sous dominance de la Lune, et que la Lune, je vous rappelle qu'elle est en conjonction du Soleil en Gémeaux. Donc elle nous donne la possibilité d'analyser tout ça. Et donc de prendre conscience, encore une fois. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est pour tout le monde et que ça nous arrive tous de la même façon. D'accord? Les autres aspects intéressants, c'est qu'on a encore un triangle d'eau.
mais qui n'est pas fermé par Vénus cette fois, il est fermé par Pallas. D'où l'intérêt que je vous disais d'équilibrer notre masculin et notre féminin, parce que l'astéroïde Pallas, donc Athéna, c'est la manifestation du symbolisme du féminin droit, du féminin qui a compris sa place, qui est capable, qui n'est pas dans la séduction, donc qui n'utilise pas en manipulant son yang pour séduire et pour obtenir quelque chose. Le Pallas est droite dans ce qu'elle a, dans la justice, dans le fait de faire appliquer ses droits sans revendication, simplement en mettant de la dissuasion. Elle a un bouclier, Athéna. D'accord, elle a un glaive et un bouclier. Donc, je ne fais pas la guerre, ne viens pas me chercher. Je sais la faire. C'est ça qu'elle dit. Alors, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant que Jupiter rétrograde en Scorpion, Trigone, Neptune en Poisson soit fermé par une Pallas en Cancer? Eh bien, c'est très très bizarre, parce qu'en fait, quand on connaît la mythologie, petit peu de mythologie, ça faisait longtemps, on va s'en refaire une petite tranche. La mythologie, c'est que Pallas, Athéna, est sortie armée, enfin, c'est pareil, une histoire de je bouffe les enfants avec son père et sa mère. Bref, du coup, elle sort armée du crâne de son père, Zeus, le frère de Neptune. D'accord? Et donc, elle est déjà armée pour la guerre. D'accord? Parce qu'au départ, sa mère, etc., ou son père ont voulu la faire disparaître. Donc elle sait qu'elle doit se battre pour vivre. C'est important. Parce que c'est ça qu'on défend là. D'accord? Alors, Pallas, Athéna, elle est liée à ce qui est matériel, à l'artisanat, à la tactique, la stratégie de la guerre, mais elle vise à économiser la vie humaine. Elle connaît le prix de la vie humaine, elle guide, elle va essayer d'économiser les choses, les gens. Elle a un lien très profond avec les techniques de guérison. C'est aussi quelqu'un qui sait, voilà, qui va être en lien avec la matière, avec le fait de vivre bien au quotidien, etc. Alors, pourquoi c'est rigolo? Parce que la légende de Créops, donc dit, c'est le premier roi du territoire d'Athènes, il veut faire un concours où le gagnant aurait le droit de régner sur Athènes. D'accord? Donc Athéna est opposée à Poséidon. Donc tous les deux, ils choisissent Cécrops pour être leur arbitre. Bon. L'objectif, la mission pour gagner le concours, c'est celui qui apportera le plus beau cadeau à l'humanité, l'humanité étant Athènes, hein, on est d'accord, serait désigné vainqueur. Bon. Qu'est-ce que fait Poséidon? Il va à l'acropole, bim, il tape son trident sur la pierre et il fait jaillir une source d'eau salée. Athéna arrive en tenant un olivier. Qu'est-ce que Cécrops fait? Il regarde le truc et il dit à Neptune, il dit « Mais ça sert à rien ce que tu m'as donné. Une source d'eau salée sur l'acropole alors qu'on est... ça sert à rien. D'accord ?» Et donc il dit « Bah voilà, l'olivier, c'est quelque chose dont on va avoir besoin et qui va nous symboliser. Donc, Athéna gagne. Mais Poséidon, il est fumax. Donc il va inonder la ville, jusqu'à ce qu'on lui donne le droit de régner. Il est super mauvais joueur. Donc, et depuis cette défaite, c'est-à-dire, ils ont quand même tout perdu du coup, les Athéniens, on punit les femmes, on dit bah non, c'était une femme, donc voilà, elle n'a pas su faire respecter sa victoire. Et donc, on a enlevé, à l'époque elle l'avait, le droit de vote aux femmes, ainsi que le droit de donner leur nom à leurs enfants. Donc ça, c'est ça que porte Pallas. D'accord? Et c'est pas rien.
Après, évidemment, on va reconnaître à Athènes, on va reconnaître Athéna, donc on va lui dresser les rectéiones, on va lui dresser tout un tas de les Panathénées, etc. Euh, mais au démarrage, on la voit vraiment comme quelqu'un qui va finalement être débouté de ses droits. Il y a une injustice qui colle à Pallas, en fait, au démarrage. D'accord? Pourtant, après, on essaye de réparer l'injustice, puisque, alors, son frère Hermès, avec son frère Hermès, elle protège les vrais héros. C'est elle qui va aider Hercule. C'est elle qui va aussi protéger Ulysse et Télémaque. C'est elle qui aide Persée à tuer la Méduse. Elle aussi, elle explique à Bellérophon comment dompter Pégase. Bon, elle est aussi patronne évidemment de toutes les techniques agraires avec les chars, bœufs, etc., etc. Donc toutes les techniques agricoles, c'est Athéna. Tout, je vous dis, pour que l'homme puisse vivre bien. Pallas, c'est vraiment donc au démarrage l'intelligence pratique. C'est le fait de se protéger, d'avoir une vie calme et responsable. Donc elle remplit finalement un rôle majeur dans l'émancipation féminine et on voit comment on a pu le contourner tout ça. Donc c'est marrant que aujourd'hui, dans ce triangle d'eau, on ait Pallas qui a dû se battre contre son père, donc Trigone Jupiter, et Trigone Neptune qui lui a causé un dommage. Et ce triangle d'eau, en fait, il va se dérouler de deux façons. Il va falloir donc rectifier cet équilibre qu'on voit avec l'opposition Mars-Vénus du masculin et du féminin. Donc l'opposition du parfois, ça peut prendre corps sous je revendique des droits. Donc il va falloir que tu reconnaisses mes droits. Donc elle va, mais ça va se faire parce qu'on est en trigone avec le père et avec l'oncle. Alors, pour ce triangle d'eau, là, et je remercie ma mère spirituelle, Michel Caffin, je voudrais mettre son site en dessous, qui est une dentiste holistique, fait du décryptage dentaire incroyable. Et le triangle de l'eau est un triangle purificateur. Mais en fait, ce que j'avais pas vu, enfin, ce que j'avais oublié, effectivement, c'est qu'on est sur de l'H2O. O, c'est H2O. L'hydrogène, donc les deux atomes d'hydrogène qu'on a dans notre molécule d'eau, c'est le gaz qui est partout dans l'univers. Et l'oxygène, c'est notre représentation de la vie, c'est Gaïa. Et que fait l'hydrogène quand il descend dans l'oxygène? Il s'enflamme. L'aspect purificateur de l'eau, il est là, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a des inondations, on peut avoir des gros trucs avec l'eau comme eau purificatrice. C'est cet aspect divin de l'hydrogène qui allume, qui enflamme le système Gaïa, donc le système de la vie, en le purifiant. Par le feu. Le feu naît comme ça. Alors on voit qu'effectivement, quand le divin va dans les deux éléments, il purifie, et pour autant, les molécules d'eau gardent notre histoire et gardent toute l'histoire de Gaïa. Et c'est pour ça qu'elles doivent aussi ascensionner. Et on en reparlera de cette ascension des mémoires cellulaires, c'est-à-dire ascension organique, car c'est important pour ce qui est en train de se passer au niveau du transhumanisme. Donc on verra ça à la troisième partie. Donc, voilà, notre triangle d'eau, il se ferme par Pallas, en Cancer. Donc, on peut avoir des revendications au niveau de la famille, des revendications de droit au niveau de l'épouse, de la maman, des enfants. Il y a quelque chose qui doit se reformer, il y a quelque chose qui doit se modifier, il y a quelque chose qui doit se purifier à cet endroit-là. Alors, on est d'accord que ce triangle d'eau, il peut également être au niveau émotionnel. Donc, quelque chose qui est fermé par l'émotion peut déborder. Alors, ça peut déborder physiquement
en inondant quelque chose encore, mais ça peut certainement plus maintenant déborder émotionnellement. Donc attention parce que l'aspect de l'équilibrage masculin-féminin qu'on a avec Mars-Vénus, en fait, il est très dur. Donc, ça veut dire qu'on sera tous sous stress. Donc, l'équilibrage qui demande de la justesse avec Pallas et le fait de se poser des limites claires de stratégie peut aussi déborder. Voilà. Il faut absolument... la pression, elle peut être là. Donc, c'est parce qu'il y a de la pression que ça peut peut-être plus déborder facilement. Alors... on a également... qu'est-ce que j'ai pas vu encore? Oui, Jupiter, donc qui est une partie du triangle d'eau. En fait, lui, pourquoi je vous dis que ça peut déborder, c'est que lui, il est carré Mars, la conjonction Mars-Nœud Sud. C'est ça qui m'ennuie, en fait. C'est que Jupiter, lui, donne un côté démesuré. Clairement. Alors, il est rétrograde en Scorpion. Alors, ça veut dire que peut-être qu'il peut être moins démesuré, mais qui peut être plus vicieux. C'est-à-dire, ou décalé dans le temps. C'est peut-être ça, en fait. Il peut peut-être donner lieu à faire des actions pas terribles, mais dont les résultats seront décalés dans le temps. En tout cas, les risques qu'on peut prendre peuvent être trop grands par rapport à la... Voilà. Et ça veut dire quoi, les risques trop grands? Ça ne veut pas dire qu'on est un méchant et qu'on est en train de... Je voudrais que vous compreniez bien. Un risque trop grand, par exemple, c'est pas forcément qu'on va d'un seul coup s'énerver et prendre la voiture et rouler à 200 km/h et écraser quelqu'un en face. Ça peut aussi être que quelqu'un essaie de se noyer, enfin, essaie de... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Quelqu'un est en train de... On voit quelqu'un qui va se noyer, on sait qu'on sait à peine nager ou que par exemple on a 42 fièvres et on va se jeter à ce moment-là parce qu'il y a un problème, au lieu de peut-être d'appeler ou de trouver un autre moyen ou de réfléchir, on va se jeter tout de suite à l'eau sans prendre le courant, le machin, le truc, et donc résultat, c'est nous qui allons nous noyer. Vous voyez? C'est pas forcément le risque trop grand, n'est pas forcément du côté du méchant. Voilà, le risque trop grand, il peut être aussi un problème d'analyse par rapport à une situation qu'on vit. D'accord? Donc faites bien attention à ça parce que comme c'est des énergies de l'ancien monde, entre guillemets, qui remontent, on peut justement être tenté de prendre des mesures ou de faire des actions d'ego, donc de survalorisation de l'ego, qui peuvent s'avérer être catastrophiques. D'accord? D'autant que ce Mars en question, je vous rappelle qu'il est carré à Uranus, donc il n'est pas du tout en conscience des choses. D'accord? Et que de l'autre côté, on a aussi le nœud qui est... ouais, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je sais pas, il y a un truc qui me... oui, ce Mars, donc, il est au niveau de cette action démesurée, il peut être aussi, comme c'est un carré Jupiter, c'est ça que je voulais dire, qui m'est sorti de la tête, mais c'est faut pas, c'est de la rébellion. D'accord? Peut y avoir des actions de rébellion qui peuvent prendre des tournures trop grandes. Donc, c'est pas la rébellion qui en elle-même n'est pas justifiée, c'est la forme qu'elle prend et la vitesse qu'elle prend sans stratégie. D'accord? Je ne suis pas en train de parler de justice ou de donner tort ou raison à quelqu'un. Soyons clairs. Je suis en train de dire attention à ce qu'on fait quand on est sous le joug d'une énergie comme celle-là. La rébellion est peut-être justifiée,
parce qu'elle naît d'une injustice, on l'a vu avec Pallas, donc elle va forcément, on va avoir des injustices qui vont remonter là, plein pot. Donc voilà, soyons clairs. Il nous reste aussi un petit chiron qui est pour être sûr que nos relations nouvelles dans la nouvelle unité, donc ce nœud nord conjoint Vénus, seront dans la douceur et nous permettront des choses. Et bien pour nous assurer de ça, on peut s'assurer de ça en ayant vu que cette jolie conjonction est reliée de façon positive à Chiron en Bélier. C'est-à-dire que ces relations, eh bien, évidemment, ne fonctionneront plus avec l'ego. L'ego est désactivé, complètement soigné avec ce type de relation. On est vraiment dans l'unicité, dans la non-séparation, et donc même, ce sont des nouvelles relations qui sont vraiment prêtes à fonctionner dans le pardon, et dans le pardon, évidemment, global. Je rappelle, le Ho'oponopono, c'est pas que pour soi. Donc, récapitulatif plutôt, positionnement de l'énergie au niveau individuel. Donc au niveau individuel aussi, Pallas, elle établit un lien, je vous ai dit, parce qu'elle est sortie armée de la tête de son père, elle établit donc un lien très fort entre le père et la fille. Donc, il peut y avoir des choses à travailler de cet acabit-là ces 15 prochains jours. La question familiale, évidemment, des liens parents-enfants pourra évidemment être posée de façon une amplitude assez intense. Il y a aussi les possibilités d'avoir une trame de fond de justice, puisque Pallas est vraiment dominante, que ce soit par exemple dans la famille avec des histoires de garde d'enfants, ou que ce soit pour des droits particuliers sur les femmes, ou que ce soit pour des choses de la vie quotidienne. D'accord. Les aspects toxiques et maltraitants vont pouvoir remonter. D'accord, pour être pardonnés ou soldés. Solder, ça veut peut-être dire d'aller mettre des limites. Hein. Pardonner, ça ne veut pas dire être accepté. Voilà. Alors au niveau de l'énergie collective, donc le triangle d'eau collectif va aussi appeler les injustices collectives. Peut-être pour essayer de voir un premier check de alors, ils font comment collectivement pour se mettre ensemble? On va voir comment ils réagissent. Donc, à voir, en fonction de ce qu'on nous sortira, comment est-ce qu'on va réagir? D'accord? Est-ce qu'on sera à la hauteur? Donc, comme Pallas gère les techniques agricoles, et c'est là où je voulais en venir au niveau collectif, il y aura certainement beaucoup de choses qui vont sortir dans les prochaines semaines sur la terre, sur les techniques agricoles. Ici, j'entends glyphosate, pesticides. J'entends aussi qu'on va compter les abeilles qui sont mortes pour essayer quoi? De prouver qu'elles ne sont pas mortes? De prouver que le pesticide n'était pas si terrible que ça? Je comprends pas bien. Dernière info, donc visiblement Monsanto a liquidé et se fait racheter par Bayer. Comme ça, il ne sera plus attaquable. Sachez-le. Comme ça, plus de problème de glyphosate. Après tout, on peut tous crever. Ils ne seront plus attaquables, donc ils s'en foutent, ils ne perdront pas d'argent. Voilà, on est dans Pallas qui ferme ce triangle d'eau. Donc comment vous dire que Gaïa peut rester stable? Comment vous dire que Gaïa peut ne pas péter un câble? Là, on est dans quelque chose avec Pallas qui ferme ce triangle d'eau, clairement de s'interroger sur ce qu'on fait à la nature, ce qu'on fait aux animaux. On le sait tous, maintenant on nous invite à prendre conscience de certaines choses. Voilà. Et à le montrer, à le verbaliser en plus. À voir. Donc, au niveau des ascendants. Donc ça, c'est fini. Au niveau des ascendants, maintenant. Au niveau des ascendants, Paris, donc 21h43, toujours le 13-6-2018. 21h43, ce qui nous donne un ascendant à 21 degrés 34 minutes Sagittaire.
Ce qui est intéressant, pour, Paris, donc le fuseau, horaire de Paris, donc UTC plus, 2, c'est de voir que cette lunaison, elle a lieu en maison 7. Donc pour nous, ça sera, ainsi que pour tous ceux qui sont, en direct ligne, à plus entre 0, et plus 1 heure et plus 2 heures, on va avoir quelque chose qui va tendre au niveau du relationnel. Donc on va nous demander d'analyser notre relationnel et d'équilibrer globalement notre relationnel. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour nous parce que, il va y avoir en même temps transformation puisque l'aspect Vénus-Mars opposé avec les nœuds sera à cheval entre la maison 2, ce qu'on a, ce dont on dispose aujourd'hui, et c'est donc les vieux aspects, et ce qu'il faut donc transformer. Donc là, on va avoir des relations à transformer, des choses à modifier, etc. Jupiter, lui, qui est censé nous aider à ça, est toujours rétro en Scorpion, et lui, il est en 11. Donc ça veut dire quoi en 11? Bah, ça veut dire que globalement, ça va toucher le collectif. Donc ces actions démesurées peuvent toucher le collectif. Donc attention à ce qu'on fait collectivement aussi. Alors là, évidemment, toujours Jupiter rétrograde, on est avec le Gémeaux sur de la grève aussi. D'accord? Sur de la grève de transport. Sur le Gémeaux, c'est aussi ça, c'est aussi le transport, c'est aussi, voilà. Donc on peut avoir des choses qui nous empêchent des problèmes d'énergie. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une grève là-dedans, un truc qui tournerait autour du carburant? Je ne sais pas. Parce que clairement, on nous bloque collectivement. Il y a quelque chose qui bloque collectivement et qui fait remonter une espèce d'injustice collective. Voilà. Donc ça, c'est pour donc des choses, attention à la rébellion collective, pas n'importe quoi. Hein. Donc là, je passe carrément, je change, je fais du -12, donc -10, UTC -10, Tahiti et Hawaï. Et là, on passe donc à une nouvelle lune le 13 juin à 9h43, ce qui nous donne un ascendant à 10 degrés 06 minutes, ce qui veut dire que 06 minutes, on est dans, pas encore à avoir, le nœud nord et le nœud sud sont en maison 12. Enfin, le nœud nord et Vénus sont en maison 12. La lunaison est en maison 11, donc il y a une analyse des positionnements collectifs. C'est-à-dire qu'on regarde comment collectivement les gens sont capables de se transformer, ce que chacun pense finalement de cet état, de la façon dont le commerce bouge, voilà. Il va y avoir, je dirais, une réflexion, une analyse là-dessus. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça va permettre de se dire que, il y a une transformation qui peut arriver aussi par l'eau, d'accord? Et par les émotions. Alors, côté, alors Hawaï, je crois que c'est 14, l'ascendant est pas loin parce qu'il est Tahiti, il est à 10 degrés et Hawaï, il est à 14 degrés. Ce qui fait que pour, Jupiter, il est directement en maison 4 sur la cuspide de 4. Ce qui veut dire on va avoir des choses à voir au niveau du foyer, au niveau de la réflexion des structures. Voilà, il y a quelque chose qui monte encore en pression, en plus du volcan, sur la réflexion, sur comment est-ce qu'on est pris en charge, comment sont prises nos maisons en charge, comment notre habitat est-il véhiculé, etc. La lunaison, donc c'est l'aspect de solidarité aussi, elle a lieu en maison 11. Donc qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour pouvoir se sortir tout seul de là? Mercure opposé Saturne, vraiment ne veut pas. Hein. On dit mais non, c'est pas à nous de le faire, c'est à l'État. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'État ne veut pas? Si l'État se montre complètement corrompu, ou si l'État se montre faillible, ou si l'État se montre complètement déboussolé. Comment est-ce qu'on fait? Là, aujourd'hui, on nous demande carrément de remettre en route, dans ces zones-là, des modes de guérison différents. C'est-à-dire qu'on nous demande de reprendre en considération notre relation à la terre, notre relation aux éléments, notre relation à la vie et à la transformer. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est plus la bonne. Voilà.
Donc ça, c'était le fuseau horaire -10. Le fuseau horaire -8, puisque là, on passe sur le fuego du Guatemala. Je voulais voir un petit peu comment il se comportait. Donc on sait que c'est un volcan gris, éruption grise, je crois, c'est-à-dire qu'il dégage beaucoup de cendres très hautes et de gaz toxiques. Donc voilà, je crois, comme j'avais marqué, voilà, c'est ça. Le magma est riche en gaz et en fait, il est dû au fait que les plaques de la croûte terrestre bougent. Donc en fait, c'est comme la montagne Pelée. D'accord? La Réunion. Volcan, sinon l'autre type de volcan, c'est les volcans intraplaques. Donc ils sont juste sur les points chauds, comme Hawaï est un volcan, c'est-à-dire que les coulées sont assez lentes, mais visiblement le truc est plus régulier. J'ai pas l'impression qu'ils le maîtrisent plus, hein. Sincèrement, ça c'est mon jugement à moi. Mais d'après ce qu'on entend, plus le fameux trou de 20 km3 qui peut tomber, j'ai pas eu l'impression que les gars maîtrisaient quoi que ce soit en fait, hein. Alors là, on se retrouve au Guatemala, 13 juin, 14h43, ascendant 1,08 degré, Scorpion. Donc ça veut dire que ce Jupiter, en rétrograde en Scorpion, il est en maison 1, donc il va demander à aller chercher la vérité. Il va demander à comprendre un petit peu la pression qui continue à monter. Donc ça veut dire que le volcan va continuer à pouvoir alimenter quelque chose. Il y a quelque chose qui l'alimente encore, mais la pression ne fait que monter puisque Jupiter est encore rétrograde jusqu'au 11 juillet. La lunaison est en maison 8, donc ça nous indique une profonde transformation et une obligation de captation, de compréhension, d'intégration de ce qui se passe, de la situation. L'opposition Mars-Vénus, les nœuds, elle a lieu entre la 4 et la 10, ce qui nous dit que entre le Verseau et le Lion, donc on a bien une refonte demandée des structures avec pour objectif d'aller refonder la nouvelle unité. Et le 6, le Chiron étant 6 en Bélier, j'ose espérer que ça ne veut pas dire que les hôpitaux sont saturés. Parce qu'en plus, évidemment, il est carré la nouvelle lune. Donc, voilà. Ça m'inspire pas beaucoup. Alors, le -4, Fort-de-France, la Guadeloupe et la Martinique. Ce qui nous donne, évidemment, un petit peu plus, donc 15h43, 14,50 degrés, Scorpion. Donc, du coup, là, on est sur Jupiter. Donc là, on a encore une espèce de pression qui monte, d'accord, et qui va demander une transformation des structures, une transformation de la compréhension des choses, une transformation de l'énergie globale des situations. D'accord? Donc on peut être amené à vivre, notamment ça se passe entre la 3 et la 9, donc il y a des choses qui vont se passer dans votre entourage proche et qui vont vous demander de basculer immédiatement sur une prise en compte d'une nouvelle unité, de quelque chose de nouveau, en tout cas d'accéder à la partie spirituelle de ce qui se passe. D'accord? C'est vraiment important. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des situations tout à fait désagréables, elles sont là pour que vous accédiez immédiatement à la partie spirituelle de ce qui se passe. Donc ça va se passer globalement via votre entourage. Donc à suivre. Pareil, problème au niveau du 6, donc peut-être des grèves, peut-être des... Il y a des choses au niveau des hôpitaux qui peuvent être assez touchy. D'accord? Alors, le -1 avec Tunis, 20h43, ascendant 8,35 degrés Capricorne. Voilà. On est sur Saturne, là, cette fois-ci. Donc, beaucoup de blocages, beaucoup de rébellion, d'injustice. On sent les choses, on veut guérir les choses.
vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis mais on est prêt à finalement presque à dynamiter certaines structures, parce qu'on sent qu'elles nous gênent, on voit les choses qui nous gênent, notamment au niveau de la politique, au niveau du pouvoir en place, au niveau de ce qu'on vit tous les jours, et il y a des choses qui semblent de plus en plus lourdes, de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles à supporter. D'accord? Et on voit que ça va remonter. Attention, il y a des choses qui peuvent remonter et pour être transformées, mais attention, avant d'être transformées, elles peuvent éclater. Donc, prudence. Madagascar en +1, donc heure 22h43. Là, on est sur du 6°43' poisson. Donc, là, on est sur finalement une lunaison maison 4, donc le foyer, la réflexion sur la famille, la transgénéalogie, la psychogénéalogie, le fait de se poser aussi des questions sur son patrimoine, sur ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, pourquoi on n'a pas. Il y a des prises de conscience sur l'entourage qui sont possibles et qui sont, donc c'est tout le fuseau horaire +1. Il y a des prises de conscience qui sont possibles et qui sont très très importantes. Donc c'est valable aussi pour tout ce qui est France. Rapport au matériel qui change énormément, d'accord, qui peut être donc évidemment dû à des choses qui se passent au niveau de la météo. Donc voilà. Il faut accepter de regarder la vérité. Jupiter en Scorpion en 9, c'est ça, c'est accepter de regarder cette vérité qui tombe et qui n'est pas forcément très jolie. La Réunion, donc le +2. Donc là, 23h43, ascendant 14°24 Poisson, donc juste sur Neptune. Donc là, un rapport à l'eau plus, hein. Rapport à l'eau, à la droiture, aux injustices, au collectif ancien qui sort et qui a du mal à être transmuté, à la famille, aux lignées familiales. Là, on va balancer dans tous les sens au niveau relationnel, familial, transgénéalogique et collectif. D'accord? Nouméa, +9. Alors, 6h43, mais là, ce sera le 14 juin. D'accord? Ascendant 24°35'. Donc là, pile poil sur la nouvelle lune. Donc là, on a une possibilité de renouvellement de cycle, clairement. On va vers un nouveau cycle, on va vers une nouvelle chose, on va vers un nouvelle prise en compte. Des nouvelles énergies qui vont arriver et qui vont permettre une nouvelle prise de conscience. Donc là, il y a des choses qui vont très clairement être renouvelées et qui vont très clairement demander à ce qu'on se positionne. Donc, ne ratez pas le coche au niveau matériel parce qu'il y a vraiment des choses qui vont bouger de ce côté-là au Nouméa et toute la lignée de Camembert à +9. Ça va, il y a des choses qui matériellement vont bouger et on va vous demander de prendre un nouveau départ. Donc ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà la météo astrale pour la lunaison. Donc maintenant, la numéro. La numéro, donc 13-6-2018, au départ, ça fait 21. Et puis, en me posant la question, je me suis dit non, ça sent pas le 21. Ça sent l'énergie du 3 plus que du 21. Ne me demandez pas pourquoi. Mais je me suis dit, ça sent le 3. Et effectivement, le 3, c'est l'impératrice. C'est l'archétype de Gaïa. Donc en fait, quand on voit l'impératrice, on voit un petit peu le principe de mère protectrice. Elle a son bouclier avec son blason.
Elle a son caractère, elle regarde l'empereur dans le jeu, hein, puisque elle est tournée vers la droite et l'empereur tourné vers la gauche, donc ils se regardent. En fait, elle est vraiment, elle est assise, elle est stable, elle est là pour la protection, elle est là pour la créativité, pour les projets, pour la communication. C'est la mère et la femme du zodiaque, du tarot, d'accord? Elle est là pour avancer, c'est vraiment, elle est dans la matière, elle concrétise les choses, elle les matérialise. Donc, c'est pour ça que c'est le symbole des grossesses, par exemple, l'impératrice. Elle est là pour l'engagement, d'accord, des choses. Il faut s'engager dans le côté féminin. C'est pour ça qu'elle m'a paru plus... même si le monde avec son rond, là, et sa Vénus nue dans l'œuf, mais c'est le monde qui n'est pas né. Alors que là, j'ai le sentiment qu'on parle plus d'une concrétisation, d'une matérialisation des choses. Cette impératrice, elle se balade aussi avec le nombre 3. Et on est sur la Trinité. Et donc, cette Trinité, elle paraît assez importante en ce moment, vibratoirement, puisqu'on est sans arrêt je parle sans arrêt de triangle. Et donc, c'est pour ça que ça m'a parlé aussi, cette histoire de 3, parce que là, on est sur l'esprit, donc dans ce triangle. Finalement, le 1 qui est la disposition, le 2 qui est la connaissance, et le 3 qui matérialise. Donc, on est sur vraiment quelque chose qui va représenter une naissance, en fait. Ouais, une matérialisation, une naissance. Les nombres d'après en numéro qui matérialisent l'esprit ou quelque chose de plus léger, c'est le 5, mais le 5, l'esprit est déjà né, en fait. L'esprit est déjà né et il parle aux autres. Il communique. Le 5, il communique avec tout le monde, quoi. C'est un truc de ouf. Et le 9, après, le 7, après, lui, ben, il est dans l'analyse. Contrôle, l'analyse, enfin voilà. L'introspection surtout. Et le 9, lui, bah, il a fini son cycle, en fait. D'accord? C'est l'aboutissement, et puis ça repart sur l'idée. Donc là, on est vraiment sur la naissance du truc. C'est ça qui, je pense, qui est intéressant. Et c'est aussi intéressant parce que là, on parlait d'intuition, et l'impératrice, elle est ça, elle est intuitive. Elle est intuitive parce qu'elle possède le 2 de l'intuition de la papesse. Elle est intégrée avec ce 2. C'est 1 plus 2 qui fait 3. Et donc, cette intuition, action, intuition, réalisation. Naissance. Donc, on est sur la naissance d'un truc, quoi. Donc, c'est bien ce qui est dit aussi dans le thème d'astro de la nouvelle lune. Donc c'est assez intéressant parce que ce 3, finalement, elle se pose aussi comme une vierge à l'enfant, presque. Elle a la position de la vierge à l'enfant, en fait, quand on regarde. Mais en fait, alors sous couvert que la vierge à l'enfant, c'est issu d'abord des tablettes de Sumer, Moyen-Orient, et puis surtout de l'Égypte, où c'était les représentations avec Isis et Horus. Alors, il y a des trinités, il y en a plein des trinités aussi, hein. Il n'y a pas que Isis, Osiris et Horus, il y a Brahma, Vishnu, Shiva, il y a même nordique, là, Odin, je ne sais plus, Loki et comment il s'appelle? Enker? Non, il s'appelle pas comme ça. Venir? Enfin, un truc comme ça. Vous me direz, mais je sais qu'il y a une trilogie nordique qui est importante. Donc, en fait, cette histoire de trinité, il y a quand même un truc qui, avec ce triangle, qui fait écho. Alors,
trinité, c'est aussi pour de la purification, c'est pour de l'élévation en fait, puisque le triangle, il a la pointe qui va vers le haut. Donc voilà, on est sur quelque chose qui aussi, dans le triangle, on est dans les éléments. En général, l'air n'apparaît pas, et c'est eau, feu, terre. Donc, passé, présent, avenir, enfin voilà quoi. Corps, âme, esprit de la Trinité. Donc on est peut-être sur la naissance d'une nouvelle matière en fait. C'est un petit peu ce que dit l'astro avec cette nouvelle unité de Vénus conjoint en nœud nord en fait. Ouais, ça doit être ça. Alors, donc on a créé quelque chose. Et là, au niveau des lettres hébraïques, on se retrouve avec Guimel le berger. Guimel, dans la tradition juive, en fait, le 3, ça désigne en fait ce qui est vrai. Donc en fait, alors ce qui est vrai sous couvert que c'est réalisé et aligné. Et à l'intérieur du vrai, de ce 3 hébraïque, il y a ses contraires. C'est-à-dire que cette vibration 3 ne peut exister qu'avec l'unité de ses polarités. Je ne sais pas si ce que je dis c'est très clair. Globalement, quand on est 3, cette trinité, elle véhicule en elle le monde dans son intégralité. Donc il n'y a pas que la tête, le cœur et finalement le haut. C'est dans ce 3 hébraïque, c'est assez marrant parce que c'est de mémoire, c'était la tête, le cœur et les pieds. Mais les pieds parce qu'ils touchent quelque chose qui pourrait être sale. Donc sous voilà, on pense à allusion en fait à ce qui est négatif. D'accord? Donc, et ce qui est très beau dans le Zohar, que je ne présente plus, c'est de dire que Dalet et Guimel se sont présentés devant le Saint béni soit-il en même temps. Et elles ont demandé exactement la même chose, au même moment. Et donc, le Saint béni soit-il leur répond, je vais vous le lire parce que j'adore, qu'il vous suffise de rester associés, car comme les pauvres, Dalim, ne disparaîtront jamais du monde, il faut les pourvoir en bonté, Gamol. Dalet est la pauvreté, Guimel est le bienfaiteur, qui soulage. Restez donc l'un près de l'autre pour que l'un puisse enfin nourrir l'autre. J'adore, je trouve ça trop beau. Bref, ça veut dire que, voilà, c'est pour ça que ce 3, il contient tout en fait. Il contient la pauvreté et la difficulté qu'on a pu avoir à traverser les choses, mais il contient aussi le cadeau qu'on a eu à recevoir finalement cette expérience et à la soulager. En fait, soit par nous-mêmes, soit en rencontrant les gens qui vont nous aider. Et ça, c'est top. Voilà, fin des courses pour la numéro. Maintenant, on va passer à un truc qui est vachement moins drôle. Sous couvert que ça peut être moins drôle. On va parler de l'intelligence artificielle et du transhumanisme. Destruction ou pas de l'humanité, à votre avis? On repart du début. Uranus en taureau. La dernière fois qu'Uranus était en taureau, c'était en 1933. En 1933, on a commencé des trucs super sympas en Allemagne. On a commencé à euthanasier des enfants handicapés par le programme Action T4.
ouais, je sais plus. Je n'ai plus parlé allemand, moi. Donc, on a euthanasié des enfants handicapés par le programme Action T4 et des stérilisations contraintes de tout un tas de gens. D'accord, 400 000 personnes ont été stérilisées dans un programme qui commence en 33 et qui va jusqu'en 45, évidemment, parce qu'après, il est stoppé. Mais ça, c'est Uranus en Taureau. Ce sont les expérimentations médicales. Expérimentations médicales que les nazis se sont données à cœur joie de faire, en vertu de leur idéologie, n'est-ce pas? Donc dans les camps de concentration. Donc, et par la société aussi, dont Heinrich Himmler était le président. Donc, on peut voir que, pour vous dire très très rapidement, ce que Uranus en Taureau est capable de faire en matière d'expérimentation, on a le camp de Dachau, ils ont mené des expériences de survie en haute altitude. Bisous ma Catherine, je sais que toi c'est ton lot quotidien tout ça au musée. Expérience de survie en altitude, dépressurisation et défaut d'oxygène de mars à août 42, 200 victimes. Expérience sur l'hypothermie, survie en eau glacée. Expérience sur l'eau de mer potable, ingestion d'eau salée. Camp de Ravensbrück, eh bien, on a des reconstitutions sur l'os. On a des expériences sur la gangrène. On a des stérilisations de femmes, des expériences de greffe de peau. Le camp d'Auschwitz. On a Mengele à Auschwitz, hein, donc il fait des expériences sur les enfants, les tziganes, il fait des expériences pour stériliser tout un tas de gens, l'évolution du cancer de l'endomètre, l'atrophie du foie, le changement de l'organisme sous l'influence de la faim, évidemment ces fameuses expériences sur les jumeaux, les expériences à l'aide de brûlures, les électrochocs. Bon, j'arrête parce que, enfin, moi, ça me... Voilà. Uranus en Taureau, c'est également des progrès phénoménaux dans les domaines vaccinaux, dans les domaines de prise en charge de la chirurgie, dans les domaines des anesthésies, dans les domaines de résolution d'un certain nombre de maladies qui pouvaient handicaper. C'est là qu'on a commencé la chirurgie esthétique à avoir des résultats. Voilà, donc je dirais que, comme d'habitude, il y a du bon et du mauvais. Uranus aujourd'hui est revenu en Taureau, et aujourd'hui, il se mêle, tout se mêle à cette matière. Et donc, on nous dit que on peut améliorer l'homme. Donc le transhumanisme, amélioration, la dernière fois qu'on a parlé d'amélioration de l'homme, d'accord, c'était de l'eugénisme. D'accord, c'est quoi l'eugénisme? C'est simplement, l'eugénisme, c'est le fait de choisir, de ne plus avoir de gens qui ont des yeux noirs, ou de la peau noire, ou la peau blanche, ou la peau jaune, ou voilà. On choisit finalement les enfants sur un catalogue. Donc, le transhumanisme proposant ce genre de choses, alors en tout cas, le transhumanisme, il y a plein de trucs qui sont complètement pro-transhumanisme. Donc, ça se définit comme une façon de penser qui préconise l'utilisation des sciences et de la technologie afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des humains. Le post-humain posséderait des capacités de base dépassant largement celles des humains actuels et ne serait donc pas considéré comme un humain selon nos standards actuels. Ben, ça promet. Par exemple, ce post-humain serait résistant à la maladie, aurait une jeunesse éternelle, aurait un contrôle sur ses désirs, sur ses humeurs et sur ses états mentaux. Il serait capable de ne pas ressentir la fatigue, la haine ou le stress, ainsi que d'avoir une grande capacité pour les sentiments de plaisir, d'amour, d'appréciation de l'art et de la sérénité. En fait, il pourrait faire l'expérience de nouveaux états de conscience que le cerveau humain actuel ne peut pas atteindre.
En fait, ce courant ne considère pas les handicaps, la souffrance, la maladie, le vieillissement et la mort comme étant des aspects désirables à la condition humaine. Il faut donc compter sur les biotechnologies et autres techniques émergentes pour aller au-delà de ces aspects limitatifs. Alors, je vous préviens, moi, après avoir lu ça, j'ai rigolé. Le seul problème, c'est que je sais que même si aujourd'hui, on n'est globalement pas concerné, il n'en reste pas moins qu'il y a des choses, des signes avant-coureurs, notamment avec cette intelligence artificielle qui commence à prendre de l'ampleur. On recrute à tout va, on dit aux gamins qu'il faut qu'ils deviennent développeurs et qu'il faut qu'ils travaillent dans l'intelligence artificielle et que c'est la panacée, etc. Il y a des choses, des signes qui doivent alerter. Ces signes, c'est par exemple les trafics de Google. Google, par exemple, va écrire que les transhumanistes soutiennent une vision radicale des droits de l'humain. Pour eux, un citoyen est un être autonome qui n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même, ça d'accord, et qui décide seul des modifications qu'il souhaite apporter à son cerveau. Ça déjà, c'est moins vrai. À son ADN ou à son corps au fil des avancées de la science. Non, il doit y avoir de la bioéthique là-dedans, sinon ça ne marche pas. Il considère que la maladie et le vieillissement ne sont pas une fatalité. Bah si, c'est Frankenstein, c'est non. La domestication de la vie pour augmenter nos capacités est l'objectif central des transhumanistes. Selon eux, l'humanité ne devrait avoir aucun scrupule à utiliser toutes les possibilités de transformation offertes par la science. Il s'agit de faire de l'homme un terrain d'expérimentation pour les technologies. Donc ça, voilà, ça circule largement hein, sur les infos Google. Il y a énormément le transhumanisme, donc il n'y a pas photo, c'est de l'eugénisme. Donc on appelle ça comme on veut, on lui donne un nom sexy si on veut, mais c'est de l'eugénisme. Donc en d'autres temps, et bien évidemment c'était juste pas possible, le mythe de Frankenstein, c'est un mythe. Personne n'a jamais réussi à ressusciter, en tout cas comme Frankenstein, d'accord, après il peut y avoir, on peut discuter de plein d'autres choses. Mais cette alliance du transhumanisme, de l'absence totale de morale et d'éthique peut avoir un gros problème. Alors, il y a des gens qui commencent, puisqu'on modifie les caractéristiques du cerveau pour avoir un monde parfait et surtout avoir des gens qui sont complètement immortels, ça va avoir évidemment un impact. Si tu es immortel, c'est qu'après on va être trop nombreux. Parce qu'au moins, quand on a la décence de mourir, ça libère de la place. Donc ça veut dire que forcément, s'il y en a certains qui ne meurent pas, bah, il faut qu'il y en ait d'autres qui meurent plus. C'est le corollaire. Et puis, il va y avoir une uniformisation des composantes. On va forcément tomber dans un schéma je dirais, de conformisme absolu, de dictature absolue, ça va être le jugement absolu. Mais ce qu'il y a dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on vit avec Gaïa et ce qu'on vit chacun de nous avec le travail qu'on fait, c'est qu'on est en train de travailler chacun sur nos mémoires cellulaires pour pouvoir changer de vibration, pour pouvoir de l'intérieur, parce que si quelqu'un vous le dit, ça ne va pas marcher, hein. C'est pas parce que vous allez demander une greffe d'un rein ou une greffe du foie ou une greffe du cœur et des machins que vous allez d'un seul coup pouvoir être immortel et avoir, je dirais, être moins con, entre guillemets. C'est pas ça le problème. C'est que globalement, on est seul responsable de notre propre ascension. Comme Gaïa est responsable de l'ascension de ses cellules. On peut se faire aider. Bien sûr, on peut se faire accompagner, on peut se faire aider. Mais le process, c'est pour ça que Gaïa, elle fait ce qu'elle peut et elle fait toute seule. Et c'est-à-dire qu'elle n'en a rien à foutre des gens qui, au-dessus, vont pouvoir mourir. D'accord? C'est pour ça qu'il vaut mieux soi-même être en relation avec les vibrations cibles de Gaïa pour éviter de passer à la trappe. Cela étant dit, ce transhumanisme,
de nous faire croire qu'il y aura des belles choses, c'est-à-dire que, évidemment, il n'y aura plus de trisomiques, évidemment, il n'y aura plus d'handicapés, évidemment, les maladies orphelines, etc., seront éradiquées, mais bien sûr qu'on peut être que content de ça. Mais bien sûr que la souffrance des parents qui voient leur enfant être malade, mais c'est horrible, mais c'est quelque chose d'affreux. Mais on est venu pour expérimenter des choses et pour pouvoir se libérer de mémoire cellulaire. À aucun moment, le transhumanisme ne libérera des mémoires cellulaires. Donc on aura des gens parfaits avec une vibration dégueulasse. Voilà. Donc, c'est pas parce que l'humain sera devenu un humain augmenté, un super Jamie ou comment il s'appelle, l'homme qui valait 3 milliards, que on aura quelque chose qui va nous permettre de notre ascension. Qu'est-ce qui fait de nous des humains, en fait? Qu'est-ce qui fait de nous quelque chose? Notre part divine, elle n'est pas contenue dans le matériel, elle est contenue dans la spiritualité, dans la conscience qu'on a des choses, dans notre capacité de remise en cause, notre capacité d'évolution. Et notre capacité d'évolution, elle est liée à notre spiritualité, à notre niveau de spiritualité, à nos fréquences. C'est ça qui est le support de l'évolution. C'est pas... voilà, donc, dans ce qu'on nous propose, en nous le vendant comme quelque chose de positif, oui, c'est positif. Quelqu'un qui est handicapé, qui peut remarcher, oui, 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 c'est positif. Mais ça gomme complètement, ça ne devrait pas gommer complètement, de façon abrutie, les possibilités d'évolution et de spiritualité. Là, il n'y en aura pas. C'est pas parce que le truc est beau qu'il est spirituel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et l'ascension de Gaïa en ce moment, c'est une ascension organique. C'est les mémoires qui changent de fréquence. On doit faire pareil. Pareil. Donc le transhumanisme, c'est une société matérialiste et inégalitaire à mort, d'accord? Mais l'immortalité est certainement à ce prix. Il va falloir encore banquer pour que finalement il y ait des gens, des petites gens qui aillent travailler et qui meurent, pour que des humains plus puissent faire de la biomécanique et les machins. Et qui, en plus, ils ne se reproduiront plus, puisque de toute façon, il faudra choisir dans un catalogue. Donc c'est pas le débat. Concernant l'intelligence artificielle, on nous le fait à l'envers systématiquement aussi. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des gens quand même qui sont pas complètement crétins, qui s'appellent Bill Gates, qui s'appellent Elon Musk et qui s'appellent Stephen Hawking, qui ont dit, alors, Bill Gates, il dit à propos de l'intelligence artificielle, je pense qu'il est pas mal situé pour en parler, il dit je suis de ceux qui s'inquiètent de la super-intelligence. Dans un premier temps, les machines accompliront de nombreuses tâches à notre place et ne seront pas super intelligentes. Cela devrait être positif si nous gérons ça bien. Plusieurs décennies plus tard, cependant, l'intelligence sera suffisamment puissante pour poser des problèmes. Je suis d'accord avec Elon Musk et d'autres, je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas inquiets. Donc, et Elon Musk dit, je pense que nous devrions être très prudents. Si je devais deviner ce qui représente la plus grande menace pour notre existence, je dirais probablement l'intelligence artificielle. Je suis de plus en plus enclin à penser qu'il devrait y avoir une régulation à un niveau national ou international, simplement pour être sûr, écoutez bien, que nous ne sommes pas en train de faire quelque chose de stupide. Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons un démon. Je suis complètement d'accord avec lui. Et pour finir, Stephen Hawking, qui dit, paix à son âme, qui dit, sincèrement, le gars, il a compris pas mal de choses. Hein. Il dit, réussir à créer une intelligence artificielle serait le plus grand événement dans l'histoire de l'homme. Mais ce pourrait aussi être le dernier. L'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de qui la contrôle. Et à long terme, de savoir si elle peut tout simplement être contrôlée. Donc tout ça, ça ressemble à du Terminator. Tant que je vois personne venir chez moi dire « vous êtes Sarah Connor », ça devrait aller. Mais sérieusement, voilà. Aujourd'hui, pour finir sur un truc sur lequel je vous
Je vous invite à réfléchir. Des chercheurs du MIT ont conçu une intelligence artificielle complètement détraquée, car elle a appris à évaluer une image à partir de descriptions violentes. Il s'appelle Norman, cet algorithme, et Norman, il voit des gens morts partout. Donc c'est une intelligence artificielle psychopathe, qui ne fait que vouloir, on va dire, tuer des gens. D'accord? En tout cas, voir des catastrophes et des trucs morts partout. Donc on peut se dire que l'humanité, de toute façon, on se demande pourquoi ça a été créé, ça sert strictement à rien, si ce n'est que, évidemment, montrer les aspects du deep learning. Alors le deep learning, c'est une nouvelle forme de programmation qui consiste à, au lieu de travailler en strates, on travaille comme ça, en fait, en couches, en tronçons. C'est-à-dire que, par exemple, comme l'humain, en fait, nous, on apprend, notre apprentissage est fait par des photographies qui vont impliquer finalement les mots, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez touché, ce que vous avez senti, etc. Et tout ça, ça va faire que vous allez avoir une expérience. Et que cette expérience, ça va être stocké. Le deep learning, c'est ça. Sauf qu'en plus, le processeur va mettre essayer d'améliorer la réaction qui a été donnée. Et donc l'apprentissage est énorme et surtout, c'est un apprentissage qui s'autogère. On voit bien que notre apprentissage à nous s'autogère. Donc mettez ça dans une intelligence artificielle avec des algorithmes de progrès et vous allez voir comment on va se faire dépasser. J'avais lu aussi un autre article cette semaine avec un toubib qui disait que finalement, les gens qui ont une intelligence trop peu, un QI pas assez élevé, seraient vraiment des boulets pour l'humanité. Je ne sais pas qui est le boulet en fait. Donc voilà, c'est moi ce que je voudrais qu'on garde, c'est un aspect positif en se disant que nous, en tout cas, moi je vous invite à aller vers l'ascension organique, vers quitter tout ça. Vraiment voir les choses dans ce qu'elles ont de beau et dans ce que vibratoirement elles ont de positif. Aller vers ce qui nous fait du bien, aller vers ce qui apaise, ce qui nous nourrit. Vers le cancer en tout cas. Le cancer, signe qui nous nourrit, qui nous alimente, qui alimente nos émotions, et avoir la paix intérieure, la garder, et s'assurer que ensemble, on va pouvoir créer cette nouvelle unité, et que les choses vont bien finir par prendre un autre tournant que celle qu'on nous promet. Voilà. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous, tout ça, ne tombez pas dans les énergies pièges, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao ciao.